angoisse ou désespoir, c'est un mirage, un ailleurs, un songe qui ne s'efface. Il s'échappe sur les sentiers des pas perdus, la rivière des indoutés, sur les chemins de Quichotte. Je pense profondément qu'en tous les cas, à partir du moment où on aime, et j'emploie volontairement le présent et non pas le passé, la vie continue et il continue à vivre à travers nous et il continue à vivre avec nous. Je crois profondément que notre vie corporelle, elle n'a qu'un temps. Sur cette terre, tout naît, tout vit, tout meurt, mais tout renaît. C'est ça ce qui me paraît important. C'est justement de planter, et de continuer à semer, à planter, à voir grandir, parce que je pense que c'est vraiment le cycle de la vie. Take my hand and see where we could go. Will you take the lead? Leave the fear behind and let me know now. No need to wait for me to see. C'est un instant privilégié, suspendu, que je vais passer à partir de maintenant avec une personne très spéciale. On est assis quelque part dans le sud de la Thaïlande, près d'une plage, à côté de Krabi, où vit depuis quelques années Elisabeth Zana, qu'on appelle ici The Grandmother Fairy, la fée grand-mère. Et il y a toute une histoire derrière ça. D'abord, Elisabeth, merci de m'accorder cet instant. Merci à toi. Alors, au tout début de ta vie, il y a la danse. Jusqu'à quand est-ce que tu as dansé ? Eh bien, j'ai dansé, j'ai été soliste dans plusieurs compagnies et j'ai dansé jusqu'à l'âge de 24 ans. Pas tout à fait 24 ans, puisque j'ai eu Natacha à l'âge de 24 ans. J'ai donc décidé d'arrêter ma carrière pour pouvoir m'occuper de ma fille. Et j'ai repris la danse à travers l'enseignement de la danse. Quelques années après et pendant très longtemps. On est où, Elisabeth ? On est à Paris à ce moment-là ? On est à Paris, oui, on est à Paris. Donc en fait, pendant toutes ces années-là, j'ai dirigé un conservatoire dans la région parisienne. J'ai créé une compagnie de ballet avec des amis, une compagnie de ballet subventionnée par la mairie de Paris. J'ai donc fait beaucoup de choses autour de la danse. Et puis, chemin faisant, j'ai eu l'occasion d'organiser également donc des spectacles. Je me suis tournée aussi vers tout ce qui était développement personnel et toujours à travers la danse. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur la danse et le sacré dans toutes les civilisations. Ma vie est quelque part tout ce que je suis encore aujourd'hui, c'est à la danse que je le dois. Ah, est-ce que tu danses encore ? Oui, je continue à me maintenir en forme, oui, tout à fait. Ça me paraît important. Alors Elisabeth, pourquoi on t'appelle la mamie fée, la Grandmother Fairy dans cette région ? C'est une très très jolie, c'est une jolie dénomination, on va dire. Et je suis très touchée. En fait, j'ai eu le plus grand drame de ma vie, puisque Natacha, notre fille unique, est partie dans le tsunami, donc le 26 décembre 2004. Et suite à ce drame, Jean-Claude, donc son papa et moi-même, entre le désir d'en finir avec la vie, parce que pour nous la vie n'avait vraiment plus aucun sens, et puis essayer de se dire non, c'est sûrement pas ce que Natacha aurait voulu. Donc grâce à une amie commune qui est mon amie d'enfance, Carole, nous avons créé Nat Association en 2005, en avril 2005. On a créé l'association à Paris et j'ai tout quitté pour venir m'installer à Krabi pour, dans un premier temps, aider les enfants victimes du tsunami, les enfants orphelins du tsunami ou les familles, les enfants dont les familles avaient été touchées par le tsunami.
Et puis, chemin faisant, il s'est passé beaucoup de belles choses que je peux raconter au fur et à mesure. Et en fait, je pense que ce joli surnom vient de là. En tous les cas, donc j'ai tout quitté pour m'installer à Krabi. Je suis installée en Thaïlande depuis fin 2005. Quel âge avait Natacha quand elle est partie ? 35 ans. Elle était sur Koh Phi Phi. Elle venait de faire un reportage sur les problèmes liés à l'environnement. Elle était très en avance par rapport justement à tout ce qui se passe sur les problèmes liés à l'environnement et particulièrement l'environnement marin. Et comme par ailleurs, elle avait eu son premier niveau de plongée à Koh Phi Phi quelques mois auparavant et qu'on était à Noël, elle s'était dit je vais passer mon deuxième niveau de plongée. Donc elle a fini son reportage et elle a passé son deuxième niveau de plongée le 25 décembre puisque c'est le dernier SMS que j'ai d'elle. Elisabeth, c'est un épisode qui a marqué le monde entier. On était loin, on a vu des images, la télévision, les journaux, puis on a vu des films. Mais on a du mal à imaginer ce que peut être cette expérience-là et l'incroyable stupeur que ça peut susciter. On peut pas l'imaginer. Sincèrement, alors d'abord on peut pas l'imaginer parce que on peut pas imaginer être touché soi-même naturellement. Et puis quand on découvre l'horreur et quand on comprend que son enfant unique, mais je ne parle pas là, je parle de moi, mais je parle au nom de toutes les familles et de tous les amis qui ont perdu des êtres chers dans ce drame, mais on peut pas l'imaginer. Et je suis venue accompagnée de Carole Cédillo, donc mon amie marraine de Natacha, en janvier 2005 pour essayer de retrouver Natacha, que nous n'avons pas retrouvée, puisque son corps n'a été identifié que 9 mois après. Et donc j'ai vraiment vu la catastrophe de tout près, parce que Koh Phi Phi en janvier 2005, c'était... Je me souviens d'une phrase de Carole me disant « On n'a pas connu la bombe atomique puisqu'on est né juste après, mais ça doit être pareil. » Et combien de temps ça t'a mis pour intégrer cette affaire, ce départ ? C'est très compliqué parce que en même temps j'étais dans un tel état de désolation, Jean-Claude aussi. En même temps il y a une force qui est arrivée en moi, et pour moi cette force c'est Natacha qui me l'a envoyée, c'est complètement évident. Et pour moi Natacha elle est là tout le temps, elle est là tous les jours et elle est là depuis le début. Donc en fait il a d'abord fallu, c'était dans l'urgence. Donc dans l'urgence, quand on a vu tous ces enfants désemparés, des enfants qui ont eu des problèmes très très vite avec un problème de pédophilie qu'on a très très vite remarqué. Tu peux m'expliquer un peu plus ? En fait, on a découvert qu'il y avait des mecs qui étaient là, et qui donnaient de l'argent pour aider les enfants qui venaient de tout perdre, etc. Et puis qui embarquaient les enfants avec eux. Et ça, on l'a vu. Moi, j'ai le souvenir, entre autres, d'un mec qui avait jamais le même petit garçon au petit déjeuner dans l'hôtel où on descendait le matin. Donc ça a été, parce que c'est pour moi c'est une telle horreur. Que déjà là il fallait faire quelque chose, quoi. Ce que j'entends, Elisabeth, peut-être, c'est que tu as vu certains des aspects les plus noirs de la condition humaine à travers cette expérience. Sans aucun doute, mais en même temps il y a eu un élan d'amour absolument extraordinaire. Et là je reviens vraiment à la Thaïlande, parce que je peux pas juger pour les autres pays qui ont été touchés. Mais puisque j'ai décidé de m'installer en Thaïlande, je connais bien l'Asie, je connais bien l'Indonésie, je connais la Chine, le Japon et d'autres pays d'Asie. Mais bon, la vie a voulu que ça soit la Thaïlande, et je trouve que la Thaïlande a été absolument exemplaire dans la gestion de l'après-tsunami. Vraiment exemplaire. Exemplaire pour nous,
par rapport aux familles, etc. Et je dois dire qu'on a été extraordinairement soutenus à l'époque par l'ambassade, le consulat. On pouvait les appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vague à l'âme, besoin de parler avec quelqu'un. L'angoisse, parce que malgré tout, 9 mois avant d'identifier le corps, moi, je ne l'ai pas vu naturellement. Mais on est passé par beaucoup de choses et par des choses vraiment très très dures, parce que en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord un peu de cafouillage, ce qui est normal, dans la mesure où les corps qui étaient retrouvés, il fallait donc tout de suite faire les analyses d'ADN, etc. Mais ça portait sur pas que la France, pas que l'Europe, ça portait sur le monde entier. Donc c'est vrai que ça a été vraiment très très compliqué. On peut même pas imaginer. Elisabeth, moi qui t'interroge, ceux qui nous écoutent, on est tous des personnes en quête d'éveil et de sens. On a envie de trouver toutes les forces en nous pour nous transformer le monde. Quelles ont été les premières ressources que tu as trouvées à ta disposition pour survivre à un événement pareil ? Tu parles de ressources intérieures ? Oui. Je ne pourrais pas dire que c'est une voie particulière. Alors, il se trouve que depuis des années, je me suis intéressée à la psychologie, j'ai fait de l'astrologie aussi, mais pas de l'astrologie de comptoir, je veux dire. Je me suis beaucoup intéressée à Jung, donc j'ai eu beaucoup d'aide dans ce domaine-là. En même temps, c'est vraiment une force intérieure, et pour moi, la force intérieure, c'est vraiment Natacha qui me l'a donnée. Pour moi, elle est là. J'ai eu plein de signes. Alors, je crois tout à fait aux signes venant de l'au-delà, et j'ai eu des signes, mais constamment, et j'en ai encore. Donc, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et puis, j'ai eu la chance d'être très soutenue. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis, aussi bien les amis de Natacha que nos amis, Jean-Claude et moi. Donc, on n'a jamais été seuls. Sur les chemins de Quichotte. We were born into a world on fire. But I know that we were meant to be. When the smoke and flames build up too high, you're always there for me. You clear the air I breathe. You make me feel at home. You make me feel at home. This love, it grows no matter where we go. You make me feel at home. Tu m'as parlé il y a quelques minutes de l'association NAT que tu as fondée avec d'autres personnes. On va y revenir. Je suppose que ça aussi, ça fait partie de ce que Natacha t'a légué. Sans aucun doute. En fait, ce qui s'est passé pour la création de NAT Association, on était vraiment en plein désarroi. On était au mois de mars 2005. Donc j'étais rentrée depuis relativement peu de temps de Thaïlande sans Natacha. Et je me suis retrouvée chez une amie, Violaine Patricia Galbert, qui était là parce qu'elle est elle-même rescapée du tsunami. Et elle avait créé une association qui s'appelait l'Association des victimes et rescapées du tsunami. Et elle nous a énormément aidés dans les démarches administratives, etc. Et un jour, on discute toutes les deux, et j'étais vraiment j'avais pas le moral, quoi. Et en plus, Jean-Claude était, alors lui,
très très mal, donc il a fallu le tirer quand même beaucoup vers le haut, donc j'ai vraiment ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie. Et elle me dit, mais tu peux pas rester comme ça, tu as beaucoup d'énergie, il faut faire quelque chose. Bon, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, puisqu'elle me connaissait depuis peu de temps. Donc je lui raconte un peu mon cheminement. Il y a toujours eu beaucoup les enfants autour de moi et autour de nous d'ailleurs. Et elle me dit, mais donc il faut faire quelque chose avec les enfants, et c'est comme ça qu'est née notre association. Carole Cédillo, qui est non seulement mon amie d'enfance, mais la marraine de Natacha. Donc je voulais absolument qu'elle soit la présidente, et elle est toujours la présidente de l'association. Et donc on a monté l'association avec donc elle, Jean-Claude, moi et deux autres personnes, une association Loi 1901 tout simplement. On a eu tout de suite vraiment un soutien formidable, parce que vraiment, alors les amis des amis, les amis de Natacha, les amis des amis, on a vraiment eu, mais vraiment des choses absolument extraordinaires. On a été soutenus par les médias, ce qui m'a permis dans un premier temps d'avoir un peu d'argent et surtout beaucoup de jouets. Donc quand je suis arrivée en Thaïlande en avril 2005, en ayant créé l'association, on a transporté 700 kilos de jouets gracieusement. Merci la Thai Airways. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Elisabeth, je dois te demander, tu t'occupais d'enfants. Au départ, c'était des enfants qui étaient indirectement victimes du tsunami, c'est-à-dire des enfants qui avaient perdu leur famille ou qui s'étaient retrouvés, dont les familles étaient extrêmement démunies à ce moment-là. Alors il y a eu les deux, il y a eu des enfants orphelins du tsunami. J'ai entre autres l'un des premiers enfants que nous avons parrainé a perdu son père, sa mère, ses deux grands-pères et sa grand-mère. Et il ne lui reste plus que l'une des deux grand-mères. Voilà, ça c'était les enfants vraiment victimes directement. Et puis on a aidé également les enfants dont les parents étaient toujours en vie, mais les parents ont tout perdu. Donc ils ont perdu leur travail, et, bon, ils étaient pêcheurs. Donc on a aidé aussi les enfants perdus en fait au niveau social. Et en fait, j'ai été conduite par un jeune homme thaï qui s'appelle Kovit Tongtip dans une petite école. Cette école était menacée de fermeture à côté de Krabi. Il n'y avait qu'une dizaine d'enfants orphelins dont les parents avaient tout perdu, donc c'était l'un ou l'autre. Le gouvernement thaïlandais voulait faire fermer l'école parce que l'école était insalubre, il pleuvait dans les salles de classe, vraiment. Et on a fait une première distribution de jouets dans cette école. On a acheté 100 vélos pour permettre aux enfants de tous les villages avoisinants de reprendre un peu, si ce n'est le chemin de l'école, mais en tous les cas, essayer de retrouver un peu de sociabilisation. Alors, je dois dire que c'est important parce que Natacha était une jeune femme très brillante qui avait fait des études très brillantes. Elle parlait 4 langues couramment dans le chinois, elle avait un doctorat de chinois. Et en fait, mon idée était qu'on ne pouvait pas laisser fermer une école avec des enfants perdus comme ça. Donc on a essayé de sauver l'école et c'est ce qu'on a fait. Peu à peu, toute l'histoire a commencé. Elisabeth, comment la danse, elle t'a aidée? Est-ce que Natacha, elle dansait, elle aussi? Parce que je sais que tu partageais énormément de choses avec elle, que tu voyageais. Et comment cette épreuve, comment la danse t'a aidé à traverser cette épreuve? Oui, Natacha dansait.
Quand elle était petite, elle suivait mes cours de danse classique. Je dirigeais un conservatoire dans la région parisienne, donc elle venait le mercredi, elle venait me rejoindre et puis elle passait toute la journée du mercredi avec moi. Et puis après, elle s'est intéressée plus au jazz, au modern jazz, etc. Et puis elle a découvert la danse hawaïenne en même temps que moi. Je l'ai embarquée et on a vraiment eu donc tout ce parcours en plus ensemble, y compris donc à Hawaï, puisque donc moi j'y suis allée en 2005. Il y a eu une cérémonie en son souvenir, etc. Donc ça, c'est vraiment pour ce côté-là par rapport à Natacha. Et pour répondre à ta question, la danse m'a aidée et m'aide encore. D'une part parce que la première chose que j'ai faite en arrivant dans cette terre de désolation, j'ai voulu essayer d'aider les enfants à exprimer par le corps ce qu'ils venaient de vivre. Donc on m'a proposé, j'ai donné des cours dans une petite école à Kaolack et il y avait vraiment beaucoup d'enfants traumatisés, donc j'ai pas cherché à en faire des danseurs étoiles, c'était pas l'objet. Donc en même temps que moi j'enseignais, la danse m'a aidée puisque je les aidais et ils m'aidaient en même temps. Et la danse continue, la danse est vraiment dans ma vie et la danse qui nous donne en même temps cette discipline, cette rigueur de vie qui nous oblige à aller souvent jusqu'au bout de nous-mêmes et voire au-delà. Je pense que la danse, oui, est vraiment là, sans aucun doute, qu'il faudrait que tout le monde trouve le moyen de danser d'une façon ou d'une autre, de s'exprimer sans jeter un regard ah oui, moi j'aime pas ça. Non, l'essentiel c'est vraiment ce mouvement, parce qu'en fait la danse c'est le mouvement universel, donc et qui nous ramène au mouvement universel. Notre planète tourne, donc elle danse, donc nous ne pouvons que danser avec. Ma vie et quelque part tout ce que je suis encore aujourd'hui, c'est à la danse que je le dois. Ayant beaucoup voyagé, j'ai été donc en contact avec beaucoup d'autres cultures et dans toutes les cultures, j'ai découvert donc vraiment cette notion de la danse comme étant vraiment un outil de l'âme. Donc le corps devient l'outil de l'âme. Il y a vraiment en fonction des pays, en fonction des traditions, mais il y a vraiment des rencontres extraordinaires et qui en effet permettent de comprendre ce côté profondément spirituel de la danse. Parmi plusieurs ouvrages que tu as écrits et publiés, il y a un ouvrage sur la danse, prière de l'âme et héritage sacré. Un témoignage sur la place prépondérante occupée depuis toujours par la danse dans la vie et l'épanouissement culturel de l'homme. En fait, je pense que j'ai eu très très tôt cette révélation. Maman était une grande pianiste et elle a joué du piano toute sa vie. Et je devais avoir, j'avais 4 ans, j'avais pas plus. Et un jour, elle se met au piano et joue la danse du feu de Manuel de Falla. Je me vois très très bien me lever, mais comme une flèche, et me mettre à improviser. Et maman s'arrête, me regarde, et je continue à danser, mais comme une folle, vraiment comme une folle. Et puis maman s'arrête, et je lui dis, quand je serai grande, je veux être danseuse. Donc vraiment, l'instant magique et ma rencontre avec la danse est arrivé à ce moment-là. Maman m'a raconté qu'en fait, je devais vraiment être destinée, parce que au moment de ma naissance, le gynécologue lui a dit « Allez-y madame, allez-y, ces petites têtes de danseuses, ce sont les plus difficiles ».
c'est un terme de gynéco. Et je crois qu'en fait, ça veut dire que la tête entre, sort avant l'expulsion. Quelles ont été tes premières expériences, ta formation en fait? Très tôt, j'ai été conduite dans une école extraordinaire qui s'appelait l'École supérieure d'études chorégraphiques. Cette école a été fondée par un mécène russe, le baron Théodore d'Erlanger. Le baron Théodore d'Erlanger avait sauvé Anna Pavlova. Il lui avait permis de sortir de la Russie juste avant 1916. Il avait créé donc dans un hôtel particulier dans le 17e arrondissement une école de danse avec toutes les étoiles de l'Opéra de Paris qui venaient et qui prenaient les cours et qui enseignaient également. C'est lui qui a permis l'existence du premier diplôme de professeur de danse reconnu. Donc en fait, j'ai suivi aussi tout ce parcours. C'était d'une richesse extraordinaire. L'ouvrage Danse, prière de l'âme, héritage sacré a été préfacé par Patrick Dupont. Comment tu l'as rencontré et est-ce que tu peux parler de la danse classique? J'ai rencontré Patrick il y a de nombreuses années. En fait, autour d'un reportage que mon mari, Jean-Claude Zana, donc reporter à Paris Match, faisait pour Patrick. Et il m'avait dit, je veux absolument que tu viennes, comme ça va être le moyen que tu le rencontres, etc. Et vraiment, j'ai découvert un homme absolument extraordinaire. Bon, je connaissais l'artiste, j'avais admiré je ne sais combien de fois ses performances absolument extraordinaires, mais j'ai découvert l'homme. Vraiment, c'était un immense artiste, et au-delà de l'artiste, vraiment un homme tout à fait exceptionnel. D'une grande simplicité, il est resté humble, il est resté simple toute sa vie, alors qu'il a vraiment été une immense star. Et quand j'ai eu l'idée de travailler sur ce livre, sur la danse et le sacré, pour moi c'était évident, c'était lui qui devait faire la préface. Avec ce livre, tu amènes à une discipline du sacré, la relation avec l'invisible, comme j'ai dit plus tôt. La danse est d'abord donc une discipline tellement importante pour nous, pour chaque danseur, qu'on ne peut pas ne pas se connecter à quelque chose de plus important que uniquement la discipline corporelle. Ça va au-delà. On touche forcément très tôt quelque chose de très profond, et c'est ce quelque chose de très profond qui conduit après, à travers des rencontres, etc., à faire un cheminement. Sur les chemins de Quichotte. Le moment est venu de m'arrêter. J'ai déjà tellement tourné en rond. Et le temps à gagner, je l'ai trouvé long. Sans toi à mes côtés. Et si j'ai bien compris, c'est pour un rêve éveillé. Et si j'ai bien compris, c'est pour ne pas
Je voudrais que tous les enfants du monde soient heureux, qu'ils trouvent leur propre chemin de vie, mais que surtout et avant tout, ils soient heureux. Parce que la vie est courte, la vie, on a plein de choses à faire, et la jeune génération qui arrive, quelle qu'elle soit sur la planète, a, je pense, une grosse responsabilité. Donc vraiment je leur souhaite, et je voudrais vraiment qu'ils soient heureux, et je leur souhaite surtout tout le bonheur possible. Je vais t'embêter, Elisabeth. Est-ce que tu penses que le monde dans lequel ils arrivent est un monde qui leur est favorable ? Est-ce qu'il a été plus favorable à d'autres époques ? Quel est ton sentiment là-dessus ? C'est compliqué. Moi, je pense que chaque génération a vécu des choses plus ou moins difficiles. Mais c'est vrai que je pense que j'appartiens à une génération où on a quand même été vraiment très privilégiés. Quelles que soient les histoires de familiales, etc., je fais une généralité. Je pense que les enfants qui sont nés en 39 n'ont pas eu une jeunesse facile. Les enfants qui étaient nés en 14 n'ont pas eu une jeunesse facile. Bon, les enfants qui naissent maintenant ou qui sont nés, bon, les enfants dont je m'occupe, ils ont un gros défi, je pense, dans les mains. Et je crois que c'est vraiment partout sur la planète. Parce qu'ils ont le défi, d'une part, de cette technologie absolument extraordinaire qui permet d'être en contact partout dans le monde, même dans une case au fin fond de l'Afrique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des technologies possibles. Et en même temps, il faut absolument que les enfants apprennent à respecter la nature, à respecter l'environnement, parce que s'il n'y a plus de nature, il n'y aura plus de terre, donc il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus d'humanité. Et je trouve qu'ils ont une énorme responsabilité. Et nous avons une responsabilité de leur transmettre cet amour de la nature et cette compréhension de la nature. Tu vis dans un pays qui baigne dans le bouddhisme et dans d'autres aspects, dans leur culture, depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un pays que tu as choisi. Mais est-ce qu'il t'est arrivé au cours de ta vie de vouloir rentrer en France, en Europe, et de te dire, bon, j'étais mieux là-bas ? Ou est-ce que ce pays t'a enveloppé, t'a gardé, et tu y as trouvé toutes les ressources dont tu as eu besoin ? Alors, c'est aussi une question passionnante, et bon, je pourrais la développer longuement. En fait, je suis vraiment profondément bien ici. C'est un pays, qui est... Rien n'est jamais parfait nulle part, mais je trouve qu'on est vraiment... Bon, il y a une douceur de vivre, on est bien, quoi. On est merveilleusement bien en Thaïlande. Après, j'ai ma famille, j'ai mes amis, il y a donc des moments forcément de manque. Donc, c'est pour ça que j'arrivais à rentrer une fois par an. Et c'est vrai que tout ce que nous avons développé à Natasha School, je suis vraiment très dans la tradition thaïlandaise profonde. Je suis dans la vie des villages, je suis donc intégrée et je découvre en effet à travers le bouddhisme d'ailleurs, et le bouddhisme thaï. J'avais déjà étudié d'autres formes du bouddhisme, mais je ne l'avais pas vécu au quotidien comme on peut le vivre ici. Donc nous on est très très bien en Thaïlande. Parmi nos belles histoires, mais comme elle est récente, j'ai envie de la raconter. Dans tous les enfants que nous avons parrainés, que nous parrainons, puisqu'aujourd'hui j'ai plus de 100 enfants parrainés, j'en ai une vingtaine qui sont à l'université ou qui sont en train de sortir de l'université grâce à des bourses que nous avons trouvées au fur et à mesure. Et j'en ai une qui a été parrainée depuis le début et qui voulait être institutrice. Nous l'avons aidée. Elle est institutrice et elle commence sa vie comme institutrice à Natasha School. Si on a envie de parrainer un enfant, c'est possible. Alors nous, on va mettre un lien sous l'épisode, dans le résumé de l'épisode, on va mettre un lien. Qu'est-ce qui se passe au juste pour nos auditeurs en France ? On peut tout à fait, en tous les cas, prendre contact avec moi. Et à ce moment-là, dès que j'ai un enfant à parrainer, oui, parce que j'ai... Et puis parce qu'on peut aussi parrainer, on l'a beaucoup fait, pour essayer de sortir une classe complètement, ou pour organiser
À l'époque, on pouvait le faire, un voyage. J'ai emmené comme ça 17 enfants en France en 2007. Il y a plein de choses, plein de choses à faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'aider, de soutenir, d'améliorer. Et bon, je pense que c'est ce que nous avons fait, puisque quand l'école devait fermer, il y avait 15 enfants. Et là, on va faire une rentrée avec 158 enfants inscrits. On mettra le lien, ton email en tout cas, pour les personnes qui veulent te contacter et puis savoir comment te soutenir. Elisabeth Zana, je voudrais aborder la dernière question, quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et quand on s'est retrouvés tout à l'heure, tu m'as parlé de personnes autour de toi qui sont parties aussi, qui nous quittent. Et pourtant, je vois énormément de lumière en toi, énormément de calme, énormément de paix et énormément de bonheur. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme ingrédient, comme mode d'emploi, pour quelle relation on peut avoir avec le départ de ceux qu'on aime? Tu m'as parlé de Jean-Claude. De Jean-Claude. En fait, pour moi, si tu veux, la vie continue. Je crois profondément que notre vie corporelle, elle n'a qu'un temps. Alors c'est vrai que 35 ans, c'est pas normal, que 83, 84, ça devient dans la nature des choses. Parce que de toute façon, sur cette terre, tout naît, tout vit, tout meurt, mais tout renaît. Et donc, en fait, je crois que c'est surtout ça, si tu veux, qui m'aide profondément. C'est, je pense profondément qu'en tous les cas, à partir du moment où on aime, et j'emploie volontairement le présent et non pas le passé, à partir du moment où on aime les gens, la vie continue. Et la vie continue et il continue à vivre à travers nous et il continue à vivre avec nous. Et toi-même, Elisabeth, tu plantes des arbres encore aujourd'hui sous lesquels tu te prélasseras peut-être pas quand ils sont arrivés à maturité. Oui, c'est absolument clair. Mais justement, c'est ça ce qui me paraît important. C'est justement de planter, et de continuer à semer, à planter, à voir grandir. Et parce que je pense que c'est vraiment le cycle de la vie, donc le cycle de l'amour. Elisabeth Zana, longue vie à toi, longue vie à tes projets, à ce que tu as créé et longue vie aux souhaits que tu as exprimés sur le bonheur des enfants. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvano. Sur les chemins de Quichotte. When you're lying in my arms, there's no better place than to stay right where we are. And I'm holding on to make it last. Tomorrow always comes too fast. I never wanted any other way. Et par audace ou désespoir, c'est un mirage, un ailleurs, un songe qui ne s'efface. Il s'échappe sur les sentiers des pas perdus, la rivière des indomptés, sur les chemins de Quichotte.